Luanda, Kinshasa, Afrique du Sud, avec la Tanzanie comme point d'appui, parce que depuis quelques jours maintenant, c'est Dos Santos qui a pris le devant, pour ne pas dire le flambeau de cette partie de l'Afrique des Grands Lacs. Museveni était venu à Kagame constater, naturellement, que cela est bien parti. Nous allons voir dans cette émission, avec les grandes signatures, est-ce que ce changement de pôle va permettre à la RDC d'aller de l'avant, surtout qu'avec Washington qui a tonné sur Kagame par rapport à l'assassinat de son ancien chef de service, mais aussi, mais surtout, avec ce nouveau rapport des Nations Unies que le Rwanda est en train de chercher à étouffer, alors que le rapport est déjà publié. On va en voir tout à l'heure un peu dans le détail, parce que les FARDC ont déjà lancé l'attaque depuis jeudi dernier. Aux dernières nouvelles, ils ont déjà repoussé, pour ne pas dire capturé, quelques Nalou. On en verra tout à l'heure. Cette semaine encore en RDC, c'est de Lumumba Kabila, beaucoup de commémorations. Que reste-t-il de la pensée de Patrice Lumumba? Est-ce qu'il y a encore des Lumumbistes ici en RDC? Est-ce que Gizenga et les autres du PPRD qui se réclament toujours de Lumumba, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui, encore une fois, valoriser sa pensée et surtout nager dans ces nationalismes congolais que Patrice Lumumba a plébiscité? Alors, Uli Kalenga est toujours en place. J'ai eu beaucoup de mails qui sont venus notamment du Canada qui nous demandaient toujours de revenir un tout petit peu sur l'analyse sous-régionale au lieu de rester congolo-congolo. L'émission de la semaine dernière a été particulièrement a été saluée par beaucoup de nos téléspectateurs par rapport à la situation en Centrafrique. Ça ne s'est pas amélioré entre-temps. Hein? Oui, ça s'est encore... oui. Avec des candidats, on a exclu tous les leaderships, enfin, tous ceux qui sont au devant. Celui qu'on a mis en place directement, il a commencé à demander des CV. Oui. On ne fait pas ça. Président du Parlement des transitions. Oui. Bon, on a mis comme président de la transition pour qu'on puisse élire un président de la République. Oui. Il demande que les gens déposent leur CV. Et il menace tout le monde. Il donne l'ultimatum. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire attention parce que quand on est choisi à ce poste-là, on n'y vient pas main vide. On y vient nourri d'une réflexion, mais surtout on y vient aussi avec un carnet d'adresses qui compte, et on peut mettre dans les 24 heures une équipe en place et préparer les députés pour choisir maintenant le président de la transition. Mais lui, bon, il se voyait déjà candidat président parce je crois qu'il se prépare à ça. Bon, oui. Demander des CV dans une Afrique où les CV se fabriquent au coin des rues, c'est pas possible. Ça m'a quand même déçu un peu dans ce début. Oui, on sent les élans, pour ne pas dire les ambitions. Oui. Daniel Safou, toujours présent. Et la semaine dernière, on vous a cherché, on n'était pas là. Oui. À l'intérieur du pays ou toujours ici à Kinshasa? Toujours à Kinshasa. Oui, voilà. Présent, le patron de Prince en Plus, l'homme de gauche. Oui, on le restera. Hein, l'homme de gauche, journaliste convaincu et convaincant. Oui, patriote pour les intérêts de la République et les intérêts du peuple. Pourquoi on vous présente comme celui qui protège Matata, alors que vous êtes de gauche? Écoutez, ils font fausse route. Je suis très critique envers la gestion Matata sur des points précis, mais je suis également très à l'aise avec Non, mais Matata. c'est les leaders de partis qui disent, notamment c'est de la Deuxième République, il ne faut pas toujours que Bienvenue revienne sur l'histoire, la Deuxième République, tout ceci est passé, ça fait plus de 20 ans. Non, il se trompe. La cohésion nationale, c'est faire participer les fils et les fils du pays. Il se trompe parce que nous sommes une génération qui a vécu ici au pays pendant cette période, oui, et nous avons souffert des affres de leur gestion, ces fameux ministres naturels. Il est de bonne loi pour nous de leur rappeler régulièrement que votre grande expérience ne nous a pas aidés, nous. Nous nous sommes forgés notre chemin dans du roc parce que ceux qui étaient aux affaires pendant cette période ont estimé que nous n'avions droit à rien, que nous devions payer les Minerva nous-mêmes, que nous devions nous payer nous-mêmes le transport, que nous devions nous payer nous-mêmes la restauration à l'université. Ça, on ne va pas les leur Mais parler. ils disent que c'était un problème de leadership. Ils étaient parfois des collaborateurs. Enfin, on ne peut pas tout mettre. Ils étaient plutôt des complices. Oui. Et ils veulent rééditer cet espoir. Ça, tout à fait, soyez compréhensifs, on ne peut pas l'accepter. Bon. On a bien compris. Harold Badibanga. Donc, toujours dans la même mouvance. Parce qu'il faut laisser la place aussi à l'expérience et à la maturité, pour ne pas dire à la sagesse. Non, mais la vraie gauche vit avec le peuple. Et le peuple
On doit partager les réalités du peuple. Oui. Le peuple, pour le moment, ne dit rien parce que c'est nous qui sommes bouche de sang, bouche et parole de sans parole. Nous parlons au nom de ce peuple pour dire que ceux qui veulent se déculper aujourd'hui avaient même installé un système. Ils ne savent pas que nous le savons, nous le leur disons. Avaient même installé le système de la dynastie, c'est-à-dire Mobutu et ses Mobutistes, et quand ils disparaissent, c'est leurs enfants. Et à cette époque, nous, on était où? Et qu'est-ce que nous... Mais il y a eu la révolution pardon, on parlera de Mzembe tout à l'heure. La révolution pardon, c'est aussi laisser aussi les autres. Enfin, mais les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Oui. Dans ce système-là, moi, Harold Badibanga, je n'aurais pas eu accès aux études universitaires, étant donné que pour aller à l'université, il y avait un critérium stéréotypé. Si tu n'es pas de la famille telle, si tu n'es pas recommandé par la famille telle. Est-ce que ça a changé, ça? Ça a changé, étant donné qu'aujourd'hui, même un fils d'un cultivateur venu de Kabeka-Mwanga, s'il est intelligent, il prend ses inscriptions à l'université de Kinshasa, il prend ses inscriptions à n'importe quelle université, il étudie, il convainc par rapport à la tête, même si l'argent des Minerval lui est trouvé par la vente de roseaux et de la braise. Mais il étudie, il devient cadre universitaire, il donne sa contribution au développement de son pays. Merci bien. Alors, on va pas revenir sur cela. C'est un peu pour les mises au point par rapport à ce que nous reprochons très souvent, par rapport à nos journalistes de gauche, qui en a beaucoup d'ailleurs dans cette émission. Mais la gauche, c'est aussi les aspirations du peuple, il faut comprendre. Alors, le sujet, je vais commencer par là, c'est RGL, ce sommet de Luanda, Willy Kalenga, on a vu quasiment le plein des chefs d'État. Jacob Zuma était invité spécial, alors qu'il ne fait pas partie de la CRGL, lui, il est de la SADC. On a vu les envoyés spéciaux d'Obama, de l'Union africaine, il y avait vraiment plein de chefs d'État à Kampala, plutôt à Luanda. Et Museveni et surtout Kagame, qui ne partagent pas surtout les points de vue avec Dos Santos, est venu un peu par la petite porte. Est-ce que vous avez, comme un journaliste de Washington Post qui me le disait avant-hier, est-ce que vous avez constaté également qu'on a changé de pôle? Le leadership qui était à Kampala migre vers soit l'Afrique du Sud, soit vers Luanda. Oui, avec maintenant sur le plan, le bâton qui est pris par... Sur le plan des règlements d'intérieur de la CRGL, c'est normal, il faut passer le flambeau. Oui. Mais je voudrais déjà rapidement, Jean-Marie, attirer l'attention des dirigeants congolais, que s'ils étaient prudents à Kampala, parce que Kampala était une capitale entre guillemets hostile, oui, et que Kampala et Kigali étaient pratiquement des villes jumelées. Oui. Ils étaient et qu'ils y allaient sur la pointe de pied avec beaucoup de prudence. De prudence. Oui. Ils devraient redoubler davantage de prudence quand ils pensent être dans une capitale amie. Parce que Luanda. Parce que, donc Dos Santos n'est pas notre ami. C'est l'ami du Congo. Oui. Mais il faudrait que les intelligences stratégiques se rappellent d'un certain nombre de faits. Dans notre pétrole. L'Angola, pas seulement notre pétrole, mais l'Angola peut avoir des raisons de ne pas être content de ces régimes. Le régime de Kinshasa. Bien sûr, l'Angola est parmi les premiers alliés de la République ici, en ce qui concerne la révolution de... Nous allons en parler quand Kabila est arrivé. Oui. Mais les Angolais, nous le savons, ne se sont pas beaucoup retrouvés dans le partage des responsabilités après la guerre, après leur soutien. Mais ils sont assez puissants et les Angolais font très peu cas des intérêts du Congo quand il s'agit de choisir. C'est vrai que c'est un pays ami, nous n'avons pas une hostilité ouverte, mais c'est vrai que le dossier sur lequel nous sommes potentiellement en conflit, les Congolais ont beaucoup reculé parce qu'on n'a pas beaucoup d'arguments. Donc ce n'est pas simplement que Luanda va faire maintenant la politique à la place du Congo. Les Congolais doivent être encore plus prudents parce que si on connaît très bien qu'est-ce que peut faire un ennemi, alors on est malheureusement désarmé souvent quand c'est un ennemi. Alors c'est ceux qui disent que allez, la diplomatie congolaise a bien poussé pour que qu'on termine cette CRGL commandée par Dos Santos, enfin Museveni surtout, et que jusqu'à ce que ça arrive en Angola, Remo Chibanda, les autres ont dit ouf. Ils ont travaillé et ils ont raison. Voilà. On a maintenant créé ce qu'on appelle la nouvelle tripartite, fort pour équilibrer avec Kagame et les autres. C'est vrai, mais ça ne change pas ce que je viens de dire. Je dis que
effectivement, Museveni ne voulait pas que ça aille vers Dos Santos, et que Museveni avait décidé, il pensait que ce serait bien que ça reste... même vers Sassou. Beaucoup plus vers le Kenya. Oui. Il pensait que le Kenya pouvait reprendre le... Parce que le Kenya a une certaine connaissance de la région de Grand Lac, et que l'Angola s'est un peu excentré. L'Angola a été extrêmement réticente pour envoyer des troupes à l'est du pays. Il ne faut pas oublier cela. Quand il s'agissait d'envoyer les troupes contre les FDLR d'abord, l'Angola avait dit non. Quand il s'agissait d'envoyer les troupes contre le M23, l'Angola a dit non. Donc l'Angola ne s'est pas beaucoup investi dans les opérations militaires pour mettre fin aux sources d'insécurité. L'Afrique du Sud l'a fait, mais l'Afrique du Sud est assez loin du Congo. L'Afrique du Sud travaille beaucoup en synergie avec le Congo. Mais ici, je ne voudrais pas diaboliser l'Angola. L'Angola est une capitale amie. L'Angola fait beaucoup de choses au pays. Mais je voudrais attirer l'attention. Il faut être vigilant. L'attention de notre diplomatie en disant, eh bien, il faut être extrêmement prudent parce que dans les échanges, dans les arguments diplomatiques entre Kinshasa et Luanda, Kinshasa a beaucoup reculé, a souvent l'habitude de reculer. Nous ne sommes pas encore prêts. Parce qu'on est faible économiquement et sur le plan militaire. Sur le plan militaire. On n'est pas encore prêt à un affrontement diplomatique avec l'Angola. Mais n'oublions pas que l'Angola aussi a formé certaines de nos forces aussi. Oui, l'Angola a formé, mais l'Angola a quand même fait souvent certaines expéditions dans nos territoires ici sans crier gare. Regardez combien on expulse les Congolais d'Angola. Et d'ailleurs, il y a même, vous savez, depuis les chiffres que moi j'ai, il y a un accord entre l'Angola, le Congo, Brazzaville et Kinshasa, un accord qui dit que chaque fois que vous voulez expulser des compatriotes de la tripartite, vous devez informer d'avant. Oui, il y a un accord préalable. Oui. Et l'Angola ne l'a pratiquement jamais fait. Et nous l'avons fait en 2009 avec comme une forme de mesure de rétorsion. L'Angola avait envoyé une délégation ministérielle pour dire stop, ne le faites pas. Nous devons, comme nous l'avons fait avec l'Ouganda, avec le Rwanda, il faut qu'on soit méfiant. Mais ils restent néanmoins nos amis. C'est nos amis. Daniel Safo, vous avez toujours ici parlé des amis du Congo. Dos Santos est l'ami du Congo. Il faut renforcer cette amitié. Maintenant, c'est fait? Non. Dire qu'il y a l'amitié, c'est dangereux parce que l'Angola nous fait du mal tous les jours. Il faut reconnaître. Comment ça, du mal tous les jours? Nous pompe du pétrole tous les jours. Devant nos autorités. L'Angola, c'est un des pays qui nous fait du mal, mais sous une autre forme. Si l'Ouganda et le Rwanda sont investigateurs, n'est-ce pas, des rébellions à l'est du pays, l'Angola le fait autrement, sur le plan économique. Il nous pompe du pétrole et on n'a jamais réagi. Mais si nous, techniquement, on n'est pas encore prêts. Mais ça pompe sur notre territoire, notre pétrole. Est-ce qu'on a quantifié ça? C'est pas ce qu'on appelle de la propagande pour nuire ces relations entre les deux pays. C'est pas de la propagande. L'Angola a nous causé du tort plus d'une fois, tout en étant notre ami. L'amitié entre la RDC et l'Angola, je crois, c'est nous. Nous avons hébergé les fils et filles de l'Angola ici dans ces pays. Oui, ils ont fait les études, ils étaient calmes. Oui. Ils n'ont jamais fait la guerre au Congo, il faut le dire. Non, quand même. Mais maintenant, nous ne devons pas nous taper la poitrine, parce qu'il s'agit de l'Angola, mais l'avantage que nous avons, c'est la dimension liée à la neutralité. N'oublie pas l'Ouganda, le Rwanda, ce sont des investigateurs, comme je venais de tout à l'heure, n'est-ce pas, des rébellions qui quittent à l'est du pays. Et en fait, les instigateurs. L'Ouganda était pratiquement juge et parti dans cette affaire. La crise de l'Est... Et le peuple ne voulait pas d'ailleurs qu'on aille à Kampala. Je me rappelle d'une des interventions de Cheikh Kitundu au Sénat, où il sollicitait qu'on délocalise, n'est-ce pas, les pourparlers de Kampala, qu'on amène ça, parce que Museveni était à la fois juge et parti dans cette crise. Et alors, maintenant, nous allons nous dire que, ouf, enfin, il va y avoir solution. Non, je crois qu'il va y avoir une impulsion dans les dossiers, n'est-ce pas, de l'Est, parce qu'en fait, il y a neutralité. Et cette impulsion-là ne nécessite que la responsabilité de l'État congolais. Mais la méfiance dont parlait Willy Kalenga tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui. Quand lui parle de la méfiance, moi je parle de la responsabilité. C'est très important, parce que souvent on est distrait. Un État doit être en mesure d'anticiper. Nous ne devons pas attendre, toujours encaisser, non. Il faut anticiper. C'est ça d'ailleurs la notion de l'État. Il faut anticiper. D'autant plus que nous disons l'Angola est une armée, l'Angola c'est ceci. Mais c'est Jean-Marie, j'aimerais soulever un point très important. À chaque fois nous parlons de la diplomatie. Lorsqu'une diplomatie n'a pas une armée adéquate, il n'y a pas encore une diplomatie.
Donc, Donc il faut savoir faire parler la poudre. Non, la diplomatie n'est forte que n'est diplomatie que lorsque vous avez une armée forte. Une force d'expédition. C'est ça, dans ce sens-là. Des dissuasions. C'est dans ce sens-là. Alors, l'effort que nous devons faire, c'est pas mal de copier les autres. On doit nous poser des questions. L'Angola, Nigeria, ces gens-là se sont épanouis comment? C'est simple. C'est simple. Nous sommes un pays où vous n'avez pas une banque.